Eh bien les amis, une fois n'est pas coutume, nous allons faire notre petite FAQ, mais pas le dimanche. La raison en est simple, c'est juste que j'ai quelques petites contraintes qui m'obligent à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Mais néanmoins, le sujet sera toujours aussi intéressant. Je réponds à vos interrogations sur ma chaîne YouTube depuis les petites stories Instagram que je poste. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Ça vous donnera aussi l'opportunité de voir quelques petites machines que je récupère avant les essais, d'avoir des petits ressentis comme ça en avant-première. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on va passer très rapidement, juste très rapidement sur la chaîne YouTube, sur ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers jours, la semaine qui s'est écoulée sur la chaîne, puisque je vous ai traité un petit scandale en ce moment avec Harley Davidson qui est accusé de pratiques un petit peu pas folles au Japon notamment, avec une grosse amende qui leur a été distribuée pour notamment abus de position dominante avec des machines trop élevées en termes de quotas à vendre par les concessions et certains concessionnaires qui se sont retrouvés obligés d'acheter eux-mêmes les motos et de les revendre neuves mais utilisées selon l'appellation qui a été consacrée avec des pertes allant des fois jusqu'à plusieurs dizaines voire centaines de millions de yens. Donc c'est une histoire qui n'est pas forcément très folle et je vous invite à aller la regarder pour en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, nous n'aurons pas plusieurs questions, nous aurons une seule grande question que nous allons traiter de la part de Shanam HSC. Les normes rendent-elles les motos moins fun, plus linéaires, creuses en bas? Et je sais que c'est une question que vous êtes très nombreuses et nombreux à vous poser. Et donc aujourd'hui, on va traiter cette question ensemble parce que cette question, elle est hyper importante. En effet, vous n'êtes pas sans le savoir, mais le monde évolue, comme dirait notre cher Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Le monde a changé et beaucoup de choses sont en train d'évoluer dans le monde de la moto en ce qui concerne la pollution, en ce qui concerne la gestion des particules fines, du CO2, etc. Et tout ça, ça nous amène forcément à avoir des conséquences sur nos machines préférées. Et les normes Euro 4, Euro 5, Euro 5+, ça n'arrête pas, ont tout un impact forcément d'une façon ou d'une autre sur nos machines. Alors, est-ce que les normes de pollution rendent nos motos moins fun, plus linéaires, creuses en bas? Dans les faits, oui, c'est le cas. On va aller un petit peu plus loin, on va essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, mais je voudrais vous prendre un exemple, comme ça c'est déjà assez parlant. Cet exemple, c'est celui d'une machine que j'adore, vous le savez, je l'aime d'amour et d'eau fraîche. Il s'agit de la Suzuki Hayabusa. Et cette machine qui est donc légendaire chez Suzuki, avec ce gigantesque moteur, on peut aller regarder un petit peu ce que donnent les chiffres de la Suzuki Hayabusa de 2008 à 2016, donc qui était la deuxième génération, avec des normes de pollution qui étaient moins contraignantes que celles qu'on a aujourd'hui. Et vous pouvez voir sur, juste, je vais monter ici en haut, que le moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps, etc., de 1340 cc, développe 198 chevaux à 8500 tours minute et 15,5 mètres-kg à 4000 tours minute. Bon, déjà une sacrée locomotive. Et si on va regarder un petit peu maintenant, la Hayabusa de la génération actuelle, la nouvelle Hayabusa, et qu'on fait un petit tour sur les spécifications de la machine et notamment le moteur, en fait, ce dernier, les amis, n'a absolument pas changé. C'est exactement le même moteur. C'est le 4 cylindres en ligne de 1340 cc. Cependant, là où les choses ont un petit peu évolué, c'est sur les chiffres. Puisque cette moto qui passait de 198 chevaux à 8500 tours minute passe désormais à 190 chevaux à 9700 tours minute et surtout à 150 Nm à 7000 tours minute. Je vous prie de regarder la différence. 15,5 mètres-kg, si vous voulez, je vous fais le petit calcul en temps réel, 15,5 fois 9,8, c'est comme ça que vous convertissez des mètres-kilos en newton-mètres, etc. Ça vous donne 151,9 Nm, ce qui veut dire donc que la moto était plus coupleuse avant et surtout elle atteignait ses 15,5 mètres-kg ou 152 Nm à 4000 tours minute. Actuellement, on est à
7000 tours minute. Donc, à la question, est-ce que déjà on a une différence sur les performances globales constatées de nos machines avec les normes? Oui, parce que ça, c'est les normes de pollution qui le provoquent. Il n'y a absolument aucune autre raison qui ferait qu'une Hayabusa avec le même moteur, d'une génération à une autre, perdrait 8 chevaux, les aurait beaucoup plus haut et perdrait du couple et lui aussi serait beaucoup plus haut. Ça, c'est lié à toutes les normes de pollution qui impliquent d'avoir des machines qui ont des mélanges plus pauvres, moins d'essence, qui ont des catalyseurs et des normes anti-pollution beaucoup plus drastiques, beaucoup plus sévères, qui vont étouffer le moteur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle quand vous faites totalement illégalement, je vous le rappelle, des remplacements de lignes complètes sur votre machine et que cette dernière, elle est bien reprogrammée parce que la plupart du temps, cela demande d'aller dans le CU de la moto, le calculateur de la machine, et bien quand vous la reprogrammez, vous vous retrouvez avec une moto qui étonnamment respire mieux, c'est-à-dire qu'elle va avoir plus de puissance, qu'elle va avoir plus de couple, que tout ceci va arriver à des valeurs beaucoup moins élevées. La moto va paraître véritablement transfigurée. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit beaucoup arriver sur des machines comme les Ducati. En effet, chez Ducati, c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on voit très souvent arriver puisque ces machines en fait sont tout simplement extrêmement bridées de base et dès lors que vous libérez, encore une fois je vous le rappelle illégalement, je ne vous encourage pas à faire cela, une Street Fighter V4 ou une Panigale, ce ne sont plus les mêmes motos. Alors la question c'est, est-ce que ce monde est devenu si chiant que ça? Est-ce que le monde de la moto finalement n'a plus aucun attrait, n'est plus fun? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que les constructeurs essayent quand même de parer un petit peu à ce genre de problématique et l'une des solutions qu'ils ont trouvées pour le faire, eh bien, c'est de faire évoluer les catégories de machines. Ici, vous avez un exemple avec la nouvelle Panigale V2. Cette machine qui est dotée donc du nouveau moteur, le bicylindre le plus léger que Ducati n'ait jamais réalisé, eh bien si en fait on va un petit peu dans les faits regarder les caractéristiques de la machine et même pas les caractéristiques mais les spécificités techniques, vous allez voir que en fait on est sur un moteur de 890 cm3, donc on est presque à 1000 cc et pourtant la moto ne sort que 120 chevaux alors qu'il y a encore quelques années, on avait des machines qui faisaient 1000 cc et qui sortaient 180 chevaux. La raison en est simple, c'est qu'en fait, les constructeurs essayent de travailler à rendre ces moteurs coupleux, à rendre ces moteurs utilisables dès les bas régimes et à être intéressants dans toutes les phases d'utilisation. Pareil pour une machine comme la Yamaha R9, vous avez été des centaines, des milliers à vous plaindre que la Yamaha R9, c'est une machine qui, eh bien, n'a pas plus de puissance que une MT-09. Mais la raison en est très simple, c'est parce que Yamaha sont bien conscients que leur machine va être utilisée principalement sur la route et que sur la route, avant toute chose, ce que l'on veut, c'est une machine vivante, pas une moto qui est dotée de chevaux en pagaille à ne plus savoir quoi en faire, mais qui sera extrêmement creuse et fade, anémique. Et c'est des machines dans lesquelles il va falloir cravacher. Le problème, c'est qu'en fait, le plaisir, quand on est sur la route, il se situe pas à 15 000 tours minute. Loin de là. Il peut faire partie de l'équation, mais d'une façon qui est fractionnée. Et c'est pour ça que des machines comme la Kawasaki ZX6R 2025 et les modèles même juste avant sont des motos fantastiques, mais qui sont très intéressantes sur la piste. Cette moto, par exemple, si on va s'amuser un petit peu à regarder, c'est une machine qui fait 636 cm3, qui sort 129 chevaux avec le rameur à 13 000 tours minute. Si on compare avec une R9 qui fait 119 chevaux à 10 000 tours minute, on est déjà quand même à 3 000 tours minute de moins, donc c'est quand même pas rien, hein, même s'il y a 9 chevaux d'écart, 10 chevaux d'écart d'ailleurs, et les 69 Nm, hein, donc là le couple qui transcrit vraiment la force du moteur, la capacité que ce dernier a à vous donner une sensation d'accélération, atteint à 10 800 tours minute, alors que la R9, on est à 7000 tours minute et on a 93 Nm de couple. On a 50% de couple en plus. Donc véritablement, ça fait une différence qui est énorme, qui est gigantesque. Et cela, c'est une des poursuites qu'ont les constructeurs. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles des fois vous voyez disparaître certains moteurs très puissants comme peut-être
le 4 cylindres en ligne de la MT10 et de la R1 parce qu'il y a une difficulté à faire passer les normes d'homologation, mais aussi parce que le monde est en train d'évoluer et qu'aujourd'hui, dans un contexte où la répression de la vitesse est de plus en plus présente et que justement, ce qu'on cherche à donner aux motards, c'est une sensation de plaisir immédiate et pas nécessairement la possibilité d'atteindre 275 km/h en fond de quatrième, eh bien, on voit les choses évoluer. Ça ne changerait au fait que ce qui est posé comme question par Shanam HSC est tout à fait vrai. Oui, les normes de pollution rendent nos machines moins fun, plus creuses, moins vivantes immédiatement. Ça ne veut pas pour autant dire que les constructeurs ne cherchent pas à trouver des solutions. Et je trouve personnellement, pour avoir testé la Panigale V2, qui est une machine formidable, qu'il y a des très très bonnes pistes à creuser. Bien évidemment, il en existe d'autres. L'une d'entre elles serait, vous le savez, c'est quelque chose que Kawasaki ont fait aussi très récemment. On va dire récemment, ça fait 10 ans maintenant, mais avec la compression sur des machines comme les H2. ZH2, H2SX, H2R et compagnie, où là on est aussi sur des solutions qui sont intéressantes pour pouvoir quand même aller chercher du couple sur les motos, pour aller chercher de la puissance sans forcément avoir soit des cylindrées qui sont gigantesques ou alors des tours minutes qui sont fous. Là par exemple sur une moto comme la ZH2, si on va regarder, on a 200 chevaux qui sont atteints à 11 000 tours minute, ça reste quand même raisonnable quand on sait que on a 200 chevaux à 11 000 tours minute, mais ce qui veut dire que à 6 ou 7, on en a déjà 160 ou 180, ce qui est déjà énorme. Et surtout, on a 137 Nm de couple atteint à 8500 tours minute, ce qui est quand même une plage d'utilisation beaucoup plus raisonnable pour une machine comme celle-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra sans aucun doute arriver dans les années prochaines. La compression sur les motos, c'est une très très bonne façon aussi d'essayer de trouver des solutions pour contrecarrer ce côté plus restrictif des normes de pollution. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair sur le contexte de ces normes que l'on subit, bien évidemment, dans le monde de la moto, que les solutions pour s'en débarrasser, elles existent, mais elles ne sont malheureusement pas légales. Et en plus de cela, si vous les faites, le contrôle technique, au moment où vous allez devoir le faire, ça va être extrêmement embêtant parce qu'il y a des machines, autant mettre une ligne complète, c'est 2 heures de travail, autant sur une Street Fighter V4, il faut enlever le moteur et c'est 10 heures. Donc vous rajoutez 2000 € sur la facture d'une ligne qui en vaut déjà le tiers de la machine. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut évidemment prendre en considération. Et puis écoutez, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail. C'est potentiellement l'avant-dernière vidéo que vous allez avoir avant mon départ en Slovénie pour les essais de la GSX-8T et TT. Il y aura peut-être un petit essai de BMW R1300 RT qui arrivera quand même pour vous tenir au chaud, mais comme si c'était nécessaire avec cette canicule. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!